On est bien sûr ravis de vous accueillir à la Maison de la Chimie. D'ailleurs, on trouve que le terme, le lieu, Maison de la Chimie, est parfaitement adapté parce que finalement, l'entreprise est une maison, elle est ouverte, il y a des portes et il y a des fenêtres, et ces portes et ces fenêtres viennent s'engouffrer le vent du digital. Et puis la chimie ou l'alchimie, c'est celle qui doit exister, qui va exister, qui existe déjà. On va essayer de répondre à cette question entre les DRH et les directions générales pour justement favoriser cette transformation digitale. Il y a à peu près 15 ans, quand on organisait une conférence sur le digital, c'est simple, on n'avait pas de cadre RH invité parce qu'il n'y avait pas de cadre RH dans les entreprises du digital qui étaient toutes des startups, qui étaient toutes des petits pure players. Et puis il y a 6-7 ans, on a commencé à voir l'apparition de la fonction digitale. D'ailleurs, le club des DRH du net a été confondé par Christine, par Geoffroy, par moi-même il y a 4 ou 5 ans. Et donc la fonction RH est apparue dans les organisations. Et puis aujourd'hui, preuve de confiance extraordinaire, le Web to Business 1 met la conférence RH au cœur de son programme. Et puis juste après l'heure du déjeuner, et on sait que la conférence de 14h, c'est la plus dure, c'est celle où la digestion vient menacer l'écoute et l'attention des personnes qui sont dans la salle. Donc pour cette conférence, on a une shortlist incroyable avec juste à ma droite Emeline. Je te laisse peut-être te présenter. Emeline Bourgoin, VP RH de Dailymotion. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je viens vous présenter mon expérience de DRH dans le digital et je vais être confrontée à mes collègues qui sont, eux, dans des grosses structures et qui sont en train d'implémenter le digital. Donc, ça va être intéressant de se confronter. Donc, moi, je suis DRH de Dailymotion depuis un peu plus de 2 ans maintenant et j'ai vécu dans des structures hors digital avant. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment on s'adapte en venant du non-digital dans des sociétés qui sont des pure players et qui ont des enjeux totalement différents de structures plus classiques et qui aujourd'hui doivent s'adapter au digital. Donc je serais ravie de partager cette expérience avec vous. Merci. Un petit rappel de l'effectif total de Daily et peut-être de la distinction entre l'effectif en France et l'effectif à l'international. Alors chez Daily, aujourd'hui il y a 200 personnes, donc c'est une petite structure. Grosso modo, il y a 80% de l'effectif qui est basé en France et 20% aux États-Unis, en Angleterre, au Japon et en Allemagne. Et en termes de revenus, on est à peu près à 20% réalisés en France et 80% réalisés en dehors de nos frontières. Donc aujourd'hui, on est, comme toute bonne société du digital, dans une réflexion qui est plus de déploiement international de nos forces vives. Merci. À ta droite, Frédéric. Frédéric, je te laisse aussi présenter tes fonctions et ton entreprise. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Frédéric Chemaly. Je suis la DRH du groupe L'Occitane, L'Occitane en Provence. Donc c'est une société qui regroupe aujourd'hui environ 9000 collaborateurs. Donc une grosse partie d'entre eux, environ 7000, travaillent dans nos 2000 boutiques. Donc L'Occitane en Provence est une société qui est très internationale, puisqu'aujourd'hui on réalise 8% de notre chiffre d'affaires en France et le reste à l'export, et notamment la moitié en Asie. Donc comme toutes les sociétés commerçantes, comme toutes les structures de retail, depuis quelques années, on se pose beaucoup de questions sur les transformations digitales, puisque notre métier est en train de changer. Tu peux dater les choses? C'est depuis combien d'années? Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclencheur où L'Occitane s'est dit, ça y est, là, le digital, c'est le moment d'accélérer? C'est difficile à dire parce que moi, je ne travaille à L'Occitane que depuis 3 ans. C'est sans doute d'ailleurs quelques années avant, mais pas beaucoup avant. Je pense que c'est une société qui avait pris une certaine avance, notamment de par sa présence sur le marché américain, puisqu'on a une grosse filiale, on a 200 boutiques là-bas. Mais je dirais que c'est véritablement depuis 2 ans qu'on se dit que c'est plus qu'une boutique en ligne, c'est plus un endroit, Internet, c'est un endroit où il faut être, mais c'est véritablement une opportunité de transformation pour le business. Tu peux distinguer les effectifs dédiés au digital chez L'Occitane? C'est une question difficile, elle est facile pour quelqu'un comme Emeline, puisque tout est digital, quasiment, chez Dailymotion. Chez L'Occitane, c'est possible? Alors, pour répondre à la question, j'ai en fait demandé quel était le nombre de gens
qui avaient accès à la plateforme digitale, soit pour y mettre du contenu, soit pour mettre à jour la base de produits, les prix, etc. Donc c'est une bonne façon de savoir combien de gens sont touchés par le digital. Et 500 personnes déjà. sur 9000. Ouais, Sachant qu'on a 7000 vendeuses, ça veut dire que sur les 2000 personnes qui travaillent quelque part dans un bureau dans la planète L'Occitane, il y en a 500 qui ont accès à la plateforme digitale. Parfait, merci. On va poursuivre le tour de table avec Christine. Je te laisse prendre un micro pour présenter tes fonctions dans une toute petite entreprise nommée Orange. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Christine Lanoé, je suis la DRH d'Orange France. Donc, Orange France, c'est une partie d'Orange dans le monde et d'Orange en France, mais c'est 75 000 personnes qui sont totalement dédiées à nos clients grand public et puis à une grosse partie de nos clients entreprises donc sur le territoire français. Donc, pour répondre tout de suite à ta question, je me disais comment je vais calculer le nombre de gens qui sont sur le digital. C'est une question très compliquée parce qu'à la fois, Orange, je suis arrivée ce matin en milieu de matinée, effectivement, Orange porte en tant qu'opérateur telco tout ce dont on parle, le transport des données via les réseaux haut débit, la 4G, donc tout ça, c'est très digital et numérique. Et en même temps, si on réfléchit davantage par rapport effectivement à des supports nouveaux, des façons de communiquer différents, je dirais quelques milliers, peut-être moins de, entre 5 000 et 6 000 personnes qui sont dédiées digitales. Quand on prend les gens qui sont sur Soch, qui sont des approches totalement digitales. Je t'aurais interrogé il y a 2 ans ou il y a 3 ans, tu aurais dit combien ça aurait été beaucoup plus faible? Quelle est la tendance? Moi, je suis arrivée pareil, il y a 3 ans. Voilà, c'est ça. Ça aurait été beaucoup plus faible. C'est très simple. Il y a peut-être des gens dans la salle qui ont acheté une offre Soch qui est totalement digitale. Ça n'existait pas il y a 3 ans. Donc, effectivement, les offres étaient des offres qu'on trouvait en boutique avec très peu de support sur le web, une approche client digitale qui était quasiment inexistante. Il y avait des prémices, mais c'était très très faible. Donc, je ne pourrais pas donner les chiffres, mais en tout cas, ça se développe extrêmement, extrêmement fortement. Donc moi je viens d'un monde qui est beaucoup plus petit qu'Orange. J'étais chez venteprivé.com pendant 5 ans, donc ça n'a rien à voir. On peut dire la première des RH de vente privée, parce qu'avant ton arrivée, il y avait certes une fonction RH. Il y avait toi qui faisait beaucoup de choses. Elle m'a piqué son job. Je l'ai certes recruté, mais elle m'a piqué mon job. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Enfin, c'est le même métier, mais ça n'a rien à voir. Et sur les sujets digitaux, on aura l'occasion d'y revenir. Effectivement, c'est une démarche de transformation assez profonde. À toi la main, Franck. Avec une double casquette, voire triple casquette. Mais on va déjà parler la double casquette à la Société Générale. Bonjour à tous, donc je suis Franck Lapinta, je suis responsable de la stratégie digitale pour les RH au sein du groupe Société Générale. Et je m'occupe également de la communication externe RH, puisque je fais partie d'un département qui gère à la fois la communication RH, la marque employeur, et aussi cette transition numérique au niveau groupe pour la partie RH. Sur le groupe, on est à peu près 154 000 personnes, réparties dans un petit peu moins de 80 pays, 76 exactement. Et alors la population digitale, même exercice de haute voltige que d'essayer de la détourer et de dire voilà, il y a 1000, 2000, 3000, 4000 cadres digitaux. C'est très difficile qui font parce du digital. que historiquement, ou en tout cas depuis pas mal d'années, si on prend ça au sens très très large, il y avait déjà un certain nombre d'outils, de sites web transactionnels, puisque le travail de la banque, c'est de transmettre des données. Donc il y a des équipes informatiques qui sont extrêmement conséquentes. Donc si on le prend, je ne saurais pas le prendre, donner un chiffre, mais soit on le prend au sens très très large et effectivement ça va inclure beaucoup de monde parce que ça touche une grosse partie de l'activité même de l'entreprise. Ce que je pourrais donner comme complément de réponse, c'est que depuis finalement une bonne dizaine d'années, les équipes se sont développées et les profils multipliés. Parce qu'il y a eu un grand changement, ça a été évoqué ce matin, un grand changement dans les comportements des clients vis-à-vis de la banque et de l'utilisation des canaux à distance. Au début, c'était le Minitel pour consulter ses comptes. Et puis,
Et puis simplement cet outil finalement qui était essentiellement transactionnel, ça a évolué pour que ça devienne un outil de relation client aujourd'hui et qui est l'outil de relation, encore une fois, essentiel. Et lorsque on a des clients qui vont consulter par exemple 10 fois leur compte dans le mois, c'est 10 occasions de contact que l'on a avec nos clients et que l'on n'a plus depuis bien longtemps dans le réseau physique. Et puis troisième casquette. Et du coup, des nouveaux métiers qui se sont développés autour du marketing digital, autour de la relation client au travers du web ou des médias sociaux. Alors il y a le marketing digital, mais il y a aussi le marketing RH et le marketing RH via le digital. On en reparlera tout à l'heure, mais tu as écrit un bouquin sur le sujet, donc on reprendra quelques éléments ou quelques grandes conclusions de ton bouquin tout à l'heure. Voilà, on a fait le premier tour de table, on rentre dans le vif du sujet par rapport à cette conférence avec trois séquences. La première séquence, c'est comment les RH peuvent-ils être contributifs au moment de la digitalisation? Quel rôle jouent-ils auprès de leur direction générale ou auprès de l'ensemble des effectifs de l'entreprise? Première séquence. Deuxième séquence, la digitalisation, elle touche aussi les pratiques RH. Donc, quels sont les outils 2.0 ou 3.0 ou autre chose encore que les DRH peuvent incuber, utiliser pour favoriser leur job? Et puis, la troisième séquence, si on a le temps de l'aborder, c'est les vœux de nouvelle année, les bonnes résolutions de 2014, les perspectives 2014, 2015, 2016, et donc les grandes tendances de digitalisation RH qu'on peut avoir dans les mois et les années à venir. Principe de la conf, toujours difficile à appliquer. Vous n'hésitez pas à intervenir. Il y a des micros sur la table, il y a peut-être des micros dans la salle via des hôtesses. Donc si à un moment ou à un autre, vous avez envie d'accélérer les débats, de ralentir les débats, de lancer un sujet, vous pouvez essayer de le faire. Puis c'est moi qui accepterai ou pas les questions. Non, mais je les accepterai toujours. Sur le premier thème, donc la digitalisation, dans chacune de vos entreprises, on a essayé de dater les choses. Alors, on va peut-être prendre le cas le plus particulier, qui est celui de Dailymotion. Finalement, tout est digital chez Dailymotion. Est-ce que c'est plus facile pour toi en tant que RH, dès lors que l'entreprise est déjà digitale par essence et a déjà achevé une part de sa transformation vers les clients et utilisateurs de ces services? Alors, en fait, donc moi, je suis arrivée chez Dailymotion il y a 2 ans et je pensais arriver dans une structure très digitalisée. Et en fait, ce n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que je suis arrivée dans une structure dans laquelle, d'un point de vue RH, les choses étaient assez bien établies d'un point de vue, on va dire, administration du personnel. Ceci étant dit, derrière, rien n'était digital. Donc moi, j'ai très vite mis en place la révolution digitale RH de Dailymotion pour qu'on puisse coller finalement à la réalité opérationnelle de cette structure. Un de mes premiers chantiers a été la dématérialisation complète, parce que j'avais dans mon bureau une espèce de grosse armoire avec l'ensemble des contrats de travail, des bulletins de paye, etc. Et donc au bout de 2 mois, on a digitalisé tout ça avec PeopleDoc et Novapost qui nous ont bien accompagnés sur le sujet. On était la première PME d'ailleurs qu'ils ont mis en place, enfin qu'ils ont dématérialisé. Et ça a été mon premier chantier digital dans la structure digitale. Alors je pense que ce qui est plus facile pour une DRH dans le digital, finalement, c'est la capacité à aller vite. Une fois qu'on propose des chantiers digitaux, de pouvoir déclencher finalement des projets digitaux. Sont-ils les dirigeants sponsors de ces projets-là? Oui, exactement. C'est-à-dire que je suis arrivée avec plusieurs idées de plusieurs projets qui pouvaient accompagner la digitalisation des ressources humaines dans la structure, et on m'a tout de suite donné le feu vert pour que ce soit lancé. Donc ça, c'était, on va dire, la grosse force et l'aspect positif de la chose. Donc finalement, juste pour répondre à ta question rapidement, je pense que le fait d'être dans une société digitale, pure digitale, n'implique pas toujours qu'on raisonne digital d'un point de vue support, fonction support. Et parfois, on doit aussi, nous, avoir un input auprès des opérationnels pour les aider aussi dans l'organisation de la structure, pour qu'elle soit aussi en adéquation avec les besoins du digital.
Pour vous parler de façon un peu plus précise, en début d'année, on a fait le constat finalement qu'on était tous organisés, on va dire, comme une société classique, c'est-à-dire qu'on avait des relations hiérarchiques, même si finalement on était moins de 200 personnes et que bon, les interférences entre différents départements étaient facilitées grâce à ça. On avait malgré tout une organisation assez traditionnelle. Et donc on a décidé avec le patron de l'informatique de déployer la méthode Scrum au sein de Dailymotion et d'organiser complètement, donc réorganiser totalement l'entreprise. Combien de jours de grève? Pour le moment, aucune. Aucun, pardon. Mais en tout cas, notre idée a été très vite de se dire, bon, très bien, aujourd'hui, on fonctionne en mode projet, mais de façon totalement officieuse. Il faut maintenant qu'on mette en place l'organisation qui correspond à cette méthodologie. Il faut également qu'on mette en place derrière tous les process, notamment d'entretien annuel, écrire les responsabilités de chacun dans cette organisation qui est, on va dire, une adaptation dailymotionienne de la méthode Scrum Agile, qui fait qu'aujourd'hui, même d'un point de vue physique, l'ensemble de nos équipes sont organisées en mode projet. C'est-à-dire qu'on a des grands benches autour desquels on a nos équipes projets qui sont assises, et puis les gens, quand ils finissent leur projet, peuvent déménager aussi de bureau si nécessaire pour pouvoir se retrouver dans une nouvelle équipe projet. Et ces équipes projets regroupent des gens du marketing, de l'IT, des sales éventuellement, de la finance, des RH, etc. Et ça, alors c'est une transformation qu'on a lancée cet été et qui est en place aujourd'hui. Donc ça a été très rapide, et là aussi, c'est notre capacité à aller vite qui nous permet de rebondir très rapidement. Mais c'est ainsi que, je pense, les ressources humaines aussi peuvent donner un input opérationnel à l'organisation. Christine, vente privée Orange, tu es passée d'un modèle à un autre, d'une culture à une autre, d'une entreprise qui a fait du digital son essence à une autre qui a mis du digital dans son moteur. Comment as-tu vécu cette transition? Quel a été le choc? Bon, il n'y a pas eu de choc parce que finalement tout ça, j'étais prévenue. Voilà, j'étais prévenue, et puis au final, voilà, évidemment, il y a peu de choses comparables, si ce n'est que voilà, on se projette dans les deux cas sur ce métier du digital, mais au fond, c'est des équipes, c'est de l'attachement à des équipes, et donc voilà, une fois passé effectivement le choc peut-être de la taille quand même, effectivement, et de la dimension. Voilà, ça va, pour moi tout va bien. En revanche, c'est vrai que les métiers ne sont pas nativement digitaux. Donc pour moi, un des enjeux de la fonction RH, c'est vraiment d'accompagner les transformations que le digital amène dans les métiers. Et quand je dis le métier, c'est pas uniquement le métier de la relation client, le web conseiller qui effectivement va répondre sur nos pages Facebook ou sur les comptes Twitter. Oui, bien sûr, il y a ça, mais ça appelle derrière une vraie réflexion sur toute l'organisation de la chaîne. Moi, je suis frappée de constater, je prends un exemple notamment celui de la relation client, le web conseiller qui répond sur Twitter. Bon, on a un engagement de réponse dans les 2 heures à effectivement un client qui nous contacte sur Twitter. Ça veut dire que dans les 2 heures, il faut qu'on ait une réponse à donner. Donc ça veut dire que le web conseiller va appeler les équipes nationales ou locales qui sont capables de lui donner la solution pour qu'on lui donne la solution. Et ça change fondamentalement le rapport entre les équipes de front et puis les équipes qui sont en support, là où sur la relation par téléphone ou par écrit, parce qu'on a aussi encore de la relation épistolaire, bon, finalement, on avait un peu plus le temps, on vous rappelle, bon, avec toutes les insatisfactions clients qu'il peut y avoir. On a un taux de satisfaction de nos clients sur la relation digitale qui est à 85, 86, 90%, là où on n'a pas ces données-là sur le contact traditionnel. Donc ça bouge vraiment les lignes de toute l'organisation et de toute la structuration amont. Je prends l'exemple sur nos équipes qui interviennent aussi chez nos clients. Donc les techniciens qui font du SAV, ils sont aujourd'hui dotés de tablettes. Donc en ça, c'est digital. Qu'est-ce qu'il y a sur leurs tablettes? Il y a une série de données qui leur permettent effectivement d'améliorer très vite le diagnostic qu'ils vont faire, d'avoir des schémas, de répondre plus vite, de faire du reporting, de donner des aspects commerciaux. Enfin, ils ont une connaissance sur la tablette du client qu'ils n'avaient pas.
Ça remet aussi en question toutes les fonctions là, de support de niveau N+2, N+3 qui existaient et qui vont elles aussi prendre un autre rôle. Donc il y a tout ce chaînage qui change et ça, c'est vraiment un des sujets manager RH qui est au cœur de la transformation digitale et qui change effectivement de ce que j'ai pu connaître chez les ventes privées où le sujet était pensé digital en fait. Donc la structure organisationnelle derrière, elle était pensée comme ça. Pour moi, c'est une des transformations extrêmement fortes. Du programme que tu as mis en œuvre ou que tu es en train de mettre en œuvre dans un instant, mais même problématique à la Société Générale. Est-ce qu'il y a des résistances au changement que le RH doit essayer de diminuer, de travailler sur cela, des conservatismes ou un côté réactionnaire qui s'exprime dans le monde bancaire en général? Oui, il y a de toute façon il y a des freins, il y a des conservatismes. D'abord parce que finalement, ce qui bouge le plus, ce sont les équipes qui vont être en périphérie de l'entreprise, ou en tout cas qui sont avec le contact client, et client au sens large. Donc c'est les clients, c'est les candidats, en fait, c'est les publics externes auxquels on est exposé. Et ces populations-là sont beaucoup plus rapidement conscientes que les choses sont en train de changer. Et puis quand on va un petit peu plus profondément dans l'entreprise, c'est parfois plus difficile. Donc il y a des freins. Il y a des freins parce que à partir du moment où on explique qu'on veut changer des façons de travailler, quelque part, c'est de façon induite, ou en tout cas ça peut être interprété comme finalement jusqu'à présent je travaillais d'une certaine façon et maintenant c'est plus bon, donc il faut que je me remette en cause. Donc c'est une raison de freiner un petit peu là-dessus. Et puis aussi parce que, de façon très très honnête, ces sujets autour du digital, etc., pour certains n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité en matière de business et qu'il y a encore des anciennes méthodes, on va dire, qui fonctionnent très bien pour l'instant. Donc pourquoi nécessairement les remettre en cause? Donc la question, c'est aussi à quel moment on va décider de changer. Est-ce qu'on attend de ne plus avoir le choix? Ou bien est-ce qu'on commence à changer dès maintenant parce qu'on est conscient les vieilles recettes, elles sont toujours là. Parce que, moi, je suis chasseur de tête, on est dédié au monde du digital depuis 1999, et j'ai vu, par exemple, l'industrie du disque, pendant des années et des années, dire « Oh, mais on a le temps, les CD vont continuer à se vendre, il n'y a pas de problème, on contrôle la situation. » Et puis, petit à petit... les bases de leur métier se sont écroulées. Ouais. Et les RH, ils n'ont rien dit. Je me souviens que mes interlocuteurs me disaient « Mais non, on n'a pas besoin de faire du e-commerce chez nous. » Mais tu le dis bien, c'est petit à petit. Et puis, à un moment, il y a un point de bascule violent. Et donc, est-ce qu'effectivement, on anticipe ce point de bascule qui va arriver ? Je prends un exemple très concret. Pendant de nombreuses années, on s'est posé la question de à quel moment il fallait qu'on arrête notre service Minitel de consultation des comptes. Pourquoi ? Parce qu'on avait encore... En 2016 ou en 2017 ? Ce sera... non, je blague. Ça a été il y a quoi, 6 ans ? Oui, ça a été 5-6 ans. Il y a 6 ans. Pourquoi on s'est posé la question ? D'abord parce qu'on avait beaucoup de clients qui l'utilisaient, et puis ensuite parce que c'était payant, alors que l'accès à ces comptes sur Internet était gratuit. Donc nécessairement... on ne pouvait pas simplement se dire le sens de l'histoire, c'est d'arrêter le Minitel, on l'arrête et on bascule tout sur le web, parce qu'il y avait derrière une logique économique aussi. Donc à quel moment, effectivement, on se dit il faut revoir l'arbitrage des investissements, par exemple, tout simplement, des investissements informatiques. On arrête à partir de quand on a arrêté de les mettre sur le Minitel. Donc c'est des décisions qui font... on se dit à quel moment on arrête, est-ce qu'on anticipe le point de bascule ou est-ce qu'on on choisit le calendrier à quel moment. Et toi, donc, en tant que RH, à quel moment tu as pu intervenir pour dire ton mot et pour justement favoriser cet effet de bascule ? Alors, ce qui a un petit peu aidé les choses, je pense, c'est que lorsque je suis arrivé au RH il y a un peu plus de 6 ans maintenant, j'avais pas fait de RH avant. J'avais un profil de marketing et de communication. C'est pour cela qu'on t'a choisi ? Oui. Et en fait, je suis venu pour injecter finalement du marketing dans les RH. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de marketing dans les RH, que les DRH ont du mal à intégrer la part marketing de leur métier. Je crois, oui. Vous êtes d'accord toutes les 4 ? Moi, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je pense que bien que ce soit un sujet qui ait beaucoup évolué ces dernières années,
il y a quand même une difficulté pour certaines équipes RH à considérer ces employés ou les candidats comme des clients ou des cibles potentielles. Il y a quand même tout un chemin à faire, même si on progresse beaucoup, et que le digital a une énorme opportunité pour reprendre des raccourcis et nous permettre de nous exprimer, d'exprimer des promesses RH comme il y a des promesses produits, de façon simple et directe, grâce notamment aux réseaux sociaux. Moi, je crois qu'on a une vraie révolution à faire sur ce sujet-là, à continuer à faire, mais on parlera peut-être un peu de Big Data. Moi, j'étais là ce matin quand on a parlé de Big Data. Big Data RH, aujourd'hui, c'est un peu de monde. Ça se veut, la fonction RH, encore une fonction un peu intuitive, tournée vers les personnes. Donc, comment on va parler effectivement de mesures de l'efficacité. On a beaucoup de mal avec ça. Alors, bien sûr qu'il faut faire attention, bien sûr qu'il y a des sujets autour de la confidentialité, autour de... Voilà, d'un certain nombre de données relatives aux personnes. Mais voilà, on a quand même à s'ouvrir sur un certain nombre de sujets. Et le marketing en est un dans nos approches. Je pense qu'il ne faut pas considérer que le marketing, c'est un mot qui est sale pour les RH. Y a le mauvais côté du marketing, c'est le bonimenteur. Mais le bon côté du marketing, c'est de fixer des objectifs, d'identifier des populations, d'identifier les attentes, les besoins de ces populations et de construire des offres qui répondent aux besoins de ces populations. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Tu as construit des offres dédiées à la population. Alors, je vais utiliser un gros mot, génération Y, parce que ça y est, maintenant, il ne faut plus parler de génération Y, il faut parler de génération connectée. Mais est-ce que tu as des offres sociales vis-à-vis de populations plus jeunes, plus connectées, plus à la Société Générale? Je parle bien d'offres salariées. Hein. Non, pour les salariés, pour les collaborateurs. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offres qui ont été d'offres de process ou d'offres RH qui ont été déclinées pour ces populations plus jeunes. C'est simplement qu'on va injecter finalement dans ces process des dimensions qui vont faire appel un petit peu plus au digital et qui vont chercher un petit peu davantage à prendre en compte les besoins que peuvent avoir les collaborateurs. On fait quelque chose que font beaucoup d'entreprises, par exemple, c'est d'avoir régulièrement des baromètres internes qui permettent de savoir finalement quel est l'état d'esprit des collaborateurs, qu'est-ce qu'ils pensent d'un certain nombre de politiques RH en matière d'emploi, de formation, d'évolution de carrière, la perception de ces différents process, et ça nourrit des réflexions, ça nourrit des plans d'action au niveau d'entité, au niveau de ligne métier. Ça permet d'avoir des plans d'action pour les managers aussi. Donc c'est vraiment une démarche où on va solliciter ces populations, on essaie de récupérer de l'information, de la matière, pour adapter finalement cette offre RH ensuite en fonction de ces insatisfactions qui ont pu être identifiées. Parfait. Parlons de l'Occitane. Est-ce que les RH sont un frein, un accélérateur? Comment ont-ils agi au moment où cette digitalisation s'est mise en œuvre au sein de l'entreprise? Il y a eu évidemment beaucoup de choses qui ont été faites. Je parlerai de deux. Bon, la première, elle est toute bête, mais c'est tout simplement le recrutement. À un moment donné, on a des équipes qui grossissent à une vitesse folle, donc il faut accompagner. Alors il faut accompagner les managers qui ont besoin de recruter, mais aussi les équipes qui se retrouvent tout d'un coup à la tête d'une équipe alors qu'ils sont très jeunes, qui n'ont pas forcément été formés pour ça. Ça veut dire pour les RH s'ouvrir à des profils différents, peut-être renoncer à certains dogmes comme le diplôme et s'ouvrir à d'autres types de qualités et donc accepter que on va s'intéresser à des compétences précises, à des attitudes, à une forme de curiosité, de créativité, enfin des éléments de personnalité qui font un peu remettre en cause notre mode de recrutement traditionnel. Donc typiquement à l'Occitane, on recrute beaucoup de jeunes en marketing. On a une politique de recrutement avec des écoles cibles qui est très claire. Quand on recrute des jeunes au digital, on oublie ces critères-là et puis on en adopte d'autres. Donc ces équipes, il faut aussi... Tu ne regardes plus, tu regardes moins la formation quand tu recrutes un cadre du marketing digital? Ça rentre en considération, mais c'est nettement moins important, nettement moins déterminant que pour d'autres. Tu vas regarder les écoles du digital, je sais qu'elles sont représentées dans la salle, comme Léonard de Vinci, la Web School Factory, l'éthique, etc. Par rapport aux grandes écoles de commerce, est-ce qu'il y a un effet de rattrapage ou de débat ou d'hésitation entre des populations digitales par essence, par leur formation initiale, ou bien celles qui, après une école de commerce, se sont orientées vers le digital?
encore une fois, c'est difficile de répondre parce que ça dépend vraiment des métiers dont on parle. Ça dépend des filières, puisque même dans le digital, maintenant, il y a des filières. Donc, c'est difficile d'apporter une réponse tranchée, mais c'est clair qu'on est beaucoup plus ouvert sur ce type de profil à des formations différentes et spécialisées versus d'autres métiers plus traditionnels. Et il y a un deuxième point où les RH ont beaucoup aidé et ont eu, je pense, une approche déterminante, c'est tout ce qui relève de la rémunération des équipes qui sont en point de vente, puisque quand on est un commerçant et qu'on est dans une boutique, évidemment, Internet, ça fait peur, parce qu'on se dit pourquoi je jouerais le jeu d'aller chercher les adresses e-mail, par exemple, pour enrichir la base de données, alors que ce client, au lieu de venir dépenser l'argent dans ma boutique et donc de m'aider à atteindre mon chiffre d'affaires et de toucher ma prime, il va plutôt acheter sur Internet et donc il va nous voler une partie de notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une question qu'on a décidé d'adresser très directement pour mettre tout le monde à l'aise. Et donc, on a tout un système qui est sophistiqué, mais qui consiste grosso modo à rattacher le chiffre d'affaires des clients web à la boutique où l'adresse email a été créée, de sorte que les boutiques ont tout intérêt à parler de l'activité e-commerce, à parler des différents sites, et donc ne voient pas comme un concurrent, un canal concurrent. C'est un système que tu avais vu fonctionner, que tu avais peut-être déjà initié chez Sephora. Oui, tout à fait. Et qui avait et qui marche très bien marché. Ouais, très bien. Et du coup, les personnes en boutique deviennent les premiers ambassadeurs de l'activité e-commerce. Et donc, il y a vraiment une fusion de synergie. Que la digitalisation se fasse véritablement tous ensemble. C'est-à-dire les populations digitales avec les populations qui le sont moins, qui le sont un peu ou qui le sont pas du tout. Avec un intérêt commun, c'est celui de bien servir les clients, quel que soit le canal qu'il va choisir. À toi la main, Christine, par rapport au programme, au projet que tu as mis en œuvre. Je sais que tu m'en avais parlé il y a à peu près 5 ou 6 mois, mais c'était un étage. Et maintenant, j'ai compris que la fusée avait 3 étages pour favoriser cette digitalisation chez Orange et les RH acteurs de cette digitalisation. Alors, on a effectivement, évidemment, le digital, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une réalité pour nos clients et donc c'est une réalité pour nous. Après, on a un enjeu, effectivement, de digitalisation beaucoup plus large de toute l'entreprise, en France et dans le monde, et donc qui va nous aider dans ce marché qui est compliqué, où on maintient une course en tête, notre capacité à déployer des réseaux du futur très vite, notre capacité effectivement à répondre de manière flexible et rapide à nos clients, et puis à être innovant. Tout ça, je pense que ça repose aussi beaucoup sur le digital, dans ce qu'il apporte de transversalité, d'horizontalité. Et dans une boîte comme Orange, qui effectivement en France, c'est 100 000 personnes, c'est forcément aussi complexe que sa dimension. En tout cas, sa dimension amène une forme de complexité. Il faut qu'on arrive, nous, à être beaucoup plus horizontaux. Donc c'est ça un de nos enjeux. Et donc aujourd'hui, on a piloté par le groupe, mais dans lequel effectivement la fonction RH est très engagée. Stéphane Richard a demandé à la fonction RH de déployer. Alors c'est toute la complexité de déployer un programme qui ne doit pas être top-down, parce qu'on parle de digital, donc on parle d'horizontal, on parle de bottom-up, mais en tout cas de travailler sur un programme qui s'appelle Digital Leadership Inside, avec 3 axes. Un axe de sensibilisation, où on est aujourd'hui dans le digital et qui concerne tout le monde, un axe sur l'équipement et puis sur les modes de fonctionnement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'équipement, les modes de fonctionnement, c'est clé. Il n'y a pas si longtemps que ça chez Orange, on n'avait pas accès aux réseaux sociaux sur son PC, on n'avait pas accès au web, enfin il a fallu que la fonction RH notamment discute âprement avec les DSI avec l'IT pour décoincer ces sujets-là, dont on peut comprendre que pour des raisons de sécurité ou autres, ils étaient un peu bloqués. Donc ça part aussi de choses très concrètes. Est-ce que j'ai un PC portable ou est-ce que j'ai encore un ordinateur fixe? Tout ça, c'est des vrais sujets sur le digital. Et puis un axe beaucoup plus formation des métiers, formation au sens large. Et donc on va déployer ce programme. Alors, pour montrer l'exemple, parce que je crois que c'est Joël Le René qui disait on a tous le même âge numérique. Il est important dans une entreprise comme la nôtre, en tout cas, de faire attention à cette notion de fracture, pas ceux qui sont devant, et puis ceux qui auraient un peu plus peur et qui n'oseraient pas y aller. Donc on démarre assez fort, puisque le comité exécutif d'Orange, dont je ne fais pas partie, mais a un programme de reverse mentoring avec effectivement des jeunes cadres du programme Talent qui vont chacun suivre un membre du comité exécutif pour justement les aider. C'est en interne, donc ce sont ça, des salariés, exactement. Des jeunes donc c'est des jeunes cadres, salariés, c'est des jeunes cadres du programme Orange Graduate Programme.
qui donc vont accompagner un membre du comité exécutif dans sa digitalisation. Alors elle est différente selon les membres, mais je trouve que c'est assez intéressant. On a au titre du programme de sensibilisation. Ils ont peur ? Non, je pense que ça se passe bien. Ce que j'ai vu, ça se passe bien. C'est une découverte mutuelle d'ailleurs, donc faudrait demander aux membres du comité exécutif, mais en tout cas les jeunes cadres qui se sont investis effectivement un peu au début en se disant qu'est-ce qui va se passer, sont ravis d'avoir une rencontre aussi simple et facile. Et c'est ça aussi le digital pour moi, c'est cette rencontre qui se fait facilement autour de ce sujet-là. Ça, c'est un exemple. Mais plus globalement, on a un programme qui a démarré là en décembre. On a proposé aux 20 000 managers d'Orange dans le monde, cette fois, de participer à l'enquête NetExplo Digital Ready, qui est une enquête, comme vous savez, qui mesure non pas le niveau qui est le nôtre en matière de digital, ce n'est pas un test où on est noté de 1 à 20, mais c'est plutôt l'appétence en fait, qu'on a par rapport à un certain nombre de sujets digitaux. Donc là, on va avoir les résultats le 15 février. Ça va nous donner aussi un mapping de là où sont nos managers. C'est la première fois qu'on le fait. Et donc c'est un signe ça aussi. Ça va donner un bon étalon. Oui, c'est un étalon et puis c'est un signe fort de ce qu'on y va tous. Donc ça, c'est sur la partie, encore une fois, sensibilisation. Dans la sensibilisation, il y a un sujet sur lequel on a voulu vraiment appuyer, c'est dans les grosses structures, il faut vraiment souvent structurer un peu le sujet, mais labelliser des initiatives digitales qui étaient déjà en marche sur le terrain. Parce qu'il ne s'agit pas de dire allez, tous à gauche, on va faire du digital. Non, ça existe déjà. Les réseaux sociaux, ils sont déjà utilisés. Il y a plein de gens qui tweetent sur Orange France. Il y a des réseaux de managers horizontaux. Enfin, il y a plein de choses qui se font. Et donc, on a décidé effectivement d'avoir un système assez fun de labellisation. Alors là aussi, il n'y a pas de jury. Enfin, c'est pas un truc. Mais c'est pour montrer que il y a une démarche à la fois, une vraie décision stratégique d'y aller, et puis en même temps, on sait qu'il se passe des choses sur le terrain, et donc on va essayer de faire se rencontrer tout ça. Donc ça, c'est la première phase. Et puis il y a formation des métiers, bien sûr, et puis il y a ce que je disais sur les modes de fonctionnement. Moi, je suis frappée de voir que les managers intermédiaires notamment, il faut qu'on les accompagne là-dedans, parce que quand on dit digital, finalement, plateforme, tout le monde peut travailler sur tous les projets et puis tout le monde a la formation avec tout le monde, les managers ne sont pas forcément très à l'aise sur ces sujets-là. Donc voilà, il y a cette partie-là aussi qui est vraiment très structurante pour moi et qui fait appel d'ailleurs au rôle fondamental des RH, qui est d'aider les managers à appréhender leur rôle de manière totalement nouvelle. Je pense que ça aussi, c'est un des vrais changements du digital. Il y a la digitalisation, puis il y a l'internationalisation, et il y a la digitalisation, l'internationalisation via les RH. Donc ça a été un des grands enjeux de Dailymotion. Dailymotion était une société française, est devenue une société européenne et maintenant une société internationale. Comment as-tu toi-même accompagné les dirigeants de l'entreprise dans les projets de développement de bureaux, de structures à l'international, Emeline ? En fait, on est vraiment parti de rien, d'une feuille blanche. J'ai travaillé main dans la main avec notre PDG et la direction financière également pour effectivement réussir déjà à mettre en place les structures, donc les filiales sur place, et ensuite mettre en place toute la partie légale autour de ça, la partie contractuelle, réfléchir à la façon la plus, on va dire, la plus maligne d'aller s'installer sur un territoire. Et en parallèle de cela, travailler à l'accompagnement de nos ressources internes. Donc ça peut être nos dirigeants, ça peut être aussi certains de nos jeunes talents à bouger, à la mobilité. Ce qui veut dire que tu as fait beaucoup de mobilité interne, géographique donc. Ouais. Tu as aussi fait du recrutement externe dans certains pays. Exactement. Tu as mixé les deux. Donc en fait, on a fait aujourd'hui, dans nos effectifs qui sont à l'étranger, on a à peu près 30% de nos équipes qui sont françaises et qui sont parties s'expatrier à l'étranger. Donc tout ça, c'était mettre en place une politique d'expatriation solide pour fidéliser aussi nos jeunes talents. J'ai vu passer tout à l'heure une question rapidement qui disait, alors c'est pas tout à fait en lien, mais qui disait les personnes recrutées via les réseaux sociaux sont-elles plus fidèles ? Difficile aujourd'hui de répondre concrètement à cette question parce que
Le recrutement via les réseaux sociaux, il passe aussi par d'autres intermédiaires. Donc, chiffrer ce nombre de personnes, ce serait un peu compliqué pour nous. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'un des enjeux des RH digitales, c'est de fidéliser les ressources. Et de plus en plus, les entreprises sont jugées par ce qu'elles apportent aux collaborateurs. Et donc, en fait, on a des populations qui sont... qui bougent plus facilement qu'il y a 5 ans, voire 10 ans. Un petit mot avec un tour de table rapide. Le turnover dans vos entreprises, et ça, ce sera très compliqué, le turnover pour les populations digitales. Mais turnover en général, déjà. Alors, pour moi, c'est 8% sur l'année 2013. Et 8%, ça te paraît bien? Dans une ça travaille chez Canal. Oui, alors chez Canal, c'est 3%, donc c'est très faible. 8% dans le domaine pure player digital, c'est relativement faible. Ouais. Moi qui travaille pour des agences interactives aussi, ou des CS2I, le turnover est 3 ou 4 fois plus important. Après, chez les pure players, des rues du commerce, des press ministers, etc., ou des ventes privées, le chiffre de 8% me paraît être assez normé. De ton côté, Frédéric? Nous, on a un turnover qui est plutôt bas, aux alentours de 4-5%. Il n'est pas plus élevé, enfin hors retail, hein, je ne parle pas des populations ventes, il n'est pas plus élevé dans les populations digitales, je pense pour 2 raisons. La première, c'est que comme c'est une activité qui est booming pour nous, les équipes sont vraiment portées par la croissance, les nouveaux projets, les nouvelles applications et l'ensemble, et les gros moyens qu'on met dans la digitalisation, donc c'est quand même très attractif. Et ensuite, alors là, je suis peut-être un peu à côté, mais je ne résiste pas au plaisir de le dire, on est une entreprise qui a une culture entrepreneuriale très forte, où les individus ont un réel impact sur ce qu'ils font et qui par ailleurs a des valeurs qui sont liées à notre histoire et qui sont dans notre ADN, d'authenticité, de simplicité, de proximité avec la nature, de respect de l'environnement et des valeurs humanistes en général, qui je pense j'ai remarqué, plaisent beaucoup aux plus jeunes qui sont, comme on le sait, et comme tout le monde, plus attiré par les entreprises où il y a du sens. C'est sûr que 4% de turnover dans le monde de la distribution, chez Franprix et chez Leader Price, c'est pas ces chiffres-là. Ange, Société Générale, avec peut-être cette comparaison, est-ce que vous avez l'impression que les cadres du digital sont plus, moins fidèles? Comment les fidéliser et quel est le turnover? Alors chez Orange, l'entreprise est suffisamment grande pour que les gens puissent y faire des parcours assez diversifiés. Toute leur carrière? Ouais, traditionnellement. Et tu le souhaites, ça? Honnêtement, là. L'entreprise vient quand même du monde déjà de la fonction publique. Donc on rentre à 21 ans, on sort à 75 ans maintenant, 80 ans. Aujourd'hui, Orange en France, c'est encore 70% de gens qui ont un statut de fonctionnaire. Alors ça ne se voit pas parce qu'ils soient fonctionnaires ou pas fonctionnaires. Voilà, c'est des gens qui servent le client. Mais donc de toute façon, c'est quelque part inscrit dans le statut. Et puis ceux qui ne sont pas fonctionnaires, et finalement qui ressemblent aux autres, oui, ils trouvent leur marque. Alors voulu, pas voulu, dès lors que ça se passe bien, je pense qu'il n'y a pas de règle. On pourrait peut-être avoir un petit peu plus de mouvement, mais c'est comme ça et ça se passe très bien. Et sur les populations digitales, alors celles qui nous rejoignent ou celles qui effectivement deviennent un peu plus appétentes au digital avec effectivement les projets, je dirais que là, ils ont envie encore plus de rester parce que c'est comme ce que tu disais, c'est-à-dire que il y a de tels moyens, de telles ambitions, de tels enjeux que les projets sont sympas, il y a des perspectives. Donc les gens sont bien chez Orange. C'est une boîte dans laquelle les gens ont beaucoup d'affect pour le produit, pour l'entreprise. Je dois dire que moi qui suis depuis 3 ans, on est très vite pris dans sans langue de bois, ils ne viennent pas pour la stabilité, la sécurité. Non, je pense pas. Ils viennent véritablement beaucoup plus pour les projets. Ouais, ils viennent pour les projets, ils viennent effectivement pour la taille des projets, qui est parfois une difficulté, parce qu'il faut les pousser, il faut les porter, mais en même temps, c'est extrêmement excitant. Donc non, ils ne viennent pas pour la sécurité, non, et la stabilité. Société Générale? On n'a pas de chiffres sur le turnover spécifiquement sur ces populations. En général, doit être assez faible. Sur la France, il est un petit peu en dessous de 7%. Et on a de très très grosses disparités au niveau du groupe, suivant les pays. À titre d'exemple, sur la Russie, et notamment sur Moscou,
ou sur l'Inde, on est proche de 25%, parce que ce sont des marchés qui sont très, très atypiques. Volatiles comme le marché d'échange. Voilà, et donc il y a de grosses disparités selon les pays, parce que ça correspond à des marchés complètement différents. Sur ces populations spécifiquement digitales, intuitivement, je pense que ce turnover est beaucoup plus bas, parce qu'effectivement, ce sont aujourd'hui les sujets qui font partie des plus intéressants dans le secteur bancaire. C'est comment finalement on va modifier le modèle de l'entreprise, les plans stratégiques des entreprises et notamment de la plupart des banques tournent autour du digital. C'est comment on se transforme. Donc que ce soit sur la banque de détail, sur d'autres activités de marché, il y a de plus en plus d'équipes qui sont dédiées au digital, qui se structurent, qui grossissent avec des projets intéressants. Donc c'est plutôt des secteurs, ou en tout cas des départements qui sont plutôt fidélisants. Après, tu posais aussi la question de est-ce que finalement on a des collaborateurs qui rentrent et qui restent longtemps dans l'entreprise. C'était vrai, c'était très très vrai pour le secteur bancaire il y a pas mal d'années, où les collaborateurs rentraient assez jeunes, restaient très longtemps dans l'entreprise, quasiment toute leur vie, évoluaient, avaient une progression de carrière qui était très régulière. Il y avait de gros recrutements aussi qui étaient faits sur des populations qui étaient très peu diplômées et qui évoluaient ensuite, qui étaient chargés d'accueil dans une agence et puis qui devenaient patrons d'agence, etc. Et il y a un attachement très fort entre ces populations-là qui à la fois avaient une carrière dans l'entreprise mais avaient aussi un statut social, parce que être patron d'une agence bancaire dans une ville de province, c'est un statut social. Donc il y a un attachement qui était très fort sur ces populations qui aujourd'hui est en train de changer. Et de toute façon, on sait que les populations qui nous rejoignent n'ont pas l'intention de rester chez nous toute leur vie. Et c'est aussi de façon transparente le discours que l'on tient justement sur le marketing RH en externe. Et c'est de dire finalement, d'abord, on ne veut pas tout le monde et il faut que ça matche entre l'entreprise et ces personnes-là. Et c'est pas dire on accepte tout le monde et n'importe qui. Et puis ensuite, c'est d'accepter que ces personnes qui vont venir passer quelques années chez nous, elles partiront au bout d'un moment. Et ce qui fait qu'elles vont avoir envie de venir chez nous et rester quelque temps, c'est parce qu'elles vont apprendre quelque chose et qu'elles vont améliorer leur valeur sur le marché du travail. Et c'est ça qui fait qu'ils auront envie de venir chez nous. Et la promesse d'un emploi à vie, elle est plus tenue, même s'il y a des carrières longues encore dans la banque. Mais aujourd'hui, ça ne correspond pas nécessairement à des attentes de jeunes collaborateurs. Donc il y a ce discours de dire, certes, on est conscient que ce ne sera qu'un bout de chemin qu'on fera ensemble, mais chacun des deux parties va gagner dans ce bout de chemin. Et vous allez venir, vous allez apprendre quelque chose. Par exemple, on le fait beaucoup sur toute la dimension risque, qui est un élément très important. Et voilà, ce que l'on dit aux collaborateurs qui vont travailler sur des sujets, des métiers beaucoup plus liés au cœur d'activité de la banque, c'est de dire, en faisant votre passage, quel que soit le nombre d'années à la Société Générale, vous deviendrez un expert du risque. Et vous serez reconnu là-dessus, parce qu'on est très bon là-dessus. On va aborder maintenant le sujet des pratiques RH digitalisées. On l'a déjà fait un tout petit peu via Emeline tout à l'heure. Je crois que Frédéric, tu voulais dire un mot de ce que vous avez fait chez l'Occitane sur les entretiens annuels notamment, ou sur d'autres pratiques où vous avez véritablement, vous vous êtes transformé, vous vous êtes digitalisé vous-même. Et ça m'intéresse de savoir quels ont été les déclencheurs, puis comment tu as agi. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de souligner que le digital, c'est une énorme opportunité pour les RH dans leur propre activité, une opportunité d'être moins sur l'administratif et un peu plus sur ce qui fait la valeur ajoutée de notre métier. Donc un peu moins dans nos dossiers, nos fichiers Excel et toute la masse des informations qu'on doit traiter régulièrement. Et notamment pour un processus tel que, c'est vrai, celui de l'entretien annuel, qui est un processus qui est perçu parfois comme lourd, administratif. On se demande si on n'est pas en train de faire de la bureaucratie. Donc notre idée, c'était de dématérialiser le processus. Alors c'est tout simple, hein, c'est un workflow. C'est-à-dire qu'au lieu de remplir un formulaire, déjà on n'a plus le terme de formulaire, donc déjà ça change tout dans l'approche.
Et puis, Le formulaire, ça fait un peu sécurité sociale, hein, ou fonction publique. Voilà. Avec un système d'aller-retour entre le manager, le salarié, le manager, son N+2 et les RH, avec l'avantage qu'en tant que RH, notre rôle, c'est plus de courir après la photocopie des entretiens annuels, puisque ça nous occupait bien et on n'avait jamais la certitude de les avoir tous récupérés, de voir en temps réel que les entretiens se font, où est-ce qu'on en est, combien sont bouclés, pas bouclés, donc de relancer, donc de véritablement piloter le processus. Et c'est typiquement un cas où le digital nous permet de gagner énormément de temps, d'être plus professionnel, d'être plus efficace, de passer donc plus de temps à animer le processus et à lui donner du sens, passer plus de temps aussi à analyser les résultats, puisque bien souvent la campagne elle se termine quand on a récupéré toutes les photocopies, puis qu'on est épuisé, il faut passer à autre chose, donc on ne regarde même pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment pour nous une opportunité de faire de mieux en mieux notre métier. Quand on a des changements de manager, il suffit de lui donner l'accès. Il a juste en slogan l'accès à toutes les historiques d'entretien, puisque ça fait maintenant 4 années qu'on le fait. Donc il a tous les historiques d'entretien sur 4 ans. Donc c'est très précieux, ça fait gagner du temps à tout le monde. Et par ailleurs, ça donne en interne l'image d'une DRH moderne, ce qui est également bon à prendre. On va peut-être se tourner vers la salle et vers l'avenir, les deux à la fois. Donc je lance un appel d'offres par rapport à la prochaine question ou la prochaine réponse. Ça peut être une question de la salle, et si ce n'est pas une question de la salle, c'est une question que je pose aux intervenants, qui est les vœux 2014, 2015, 2016. Qu'est-ce qui va changer dans votre entreprise en matière de digitalisation de la fonction RH dans les années à venir? Mais si les micros sont dans la salle et si des personnes veulent poser des questions dans la salle, ça peut être la salle. C'est toujours le moment fatidique, la première question. C'est pas grave, parce que comme je suis animateur, je suis capable de poser la question supplémentaire. Il y en a une, voilà. Donc le micro arrive, il est un petit peu plus haut. J'ai entendu 2-3 fois prononcer le terme de marque employeur, c'est-à-dire le développement d'une marque sous l'angle de l'employeur. La question que je me pose, c'est est-ce que le vrai succès pour une marque, justement, c'est pas d'avoir besoin de le décliner en tant que tel, mais que la marque soit suffisamment forte pour que la dimension employeur soit forcément positive, puisque la marque est positive au même titre que dans les réseaux sociaux. Finalement, ça n'est qu'une prolongation de la stratégie de marque de l'entreprise. Vis-à-vis de tous les publics, parce que la difficulté, c'est qu'une grande marque peut interpeller le grand public, mais pas forcément les cibles visées par une entreprise en tant qu'employeur. Justement, mais c'est bien ma question en fait, ouais. Par rapport à c'est justement alors pour là, moi, je prends un McDonald's par exemple. On a un spécialiste qui s'est emparé du micro et qui va peut-être sortir le petit livre rouge sur le marketing RH, qui est Franck. Je vous laisse avec Franck, ça va durer 3 quarts d'heure. Et Nicolas va avoir une crise de nerfs. Non, je comprends ce qu'il y a derrière votre question. La marque d'une entreprise, c'est un ensemble de sous-marques. C'est ma marque commerciale, c'est ma marque financière, c'est ma marque en tant qu'employeur. Mais tout ça est un joyeux mélange parce qu'on n'a pas dans le cerveau des cases complètement étanches qui font que lorsque je me rends dans mon agence bancaire, si je vois que le conseiller me sert correctement ou pas bien, je vais aussi me faire une idée de cette entreprise en tant qu'employeur, dans tous les cas. Pour prendre un autre exemple, est-ce que finalement un candidat qui va nous rejoindre, il est sensible à des résultats commerciaux, des succès commerciaux? Est-ce qu'il est sensible au fait qu'on va être partenaire du rugby ou bien parce qu'il a été bien servi par son conseiller ou parce qu'il a rencontré un campus manager dans son école qui l'a convaincu? C'est extrêmement difficile de faire la part des choses. Ce qui est certain, c'est que on ne peut pas uniquement considérer que la marque commerciale va servir aussi et se suffire elle-même à des objectifs autour de cette dimension employeur, parce que le niveau de discours et les arguments ne seront pas les mêmes. Oui, ça m'intéresse de savoir que cette entreprise est partenaire du rugby ou du foot ou du tennis, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est savoir quelle est sa politique de formation, quelle est sa politique de mobilité interne, quelle est sa politique d'évolution de carrière, quel est son modèle managérial. Et ça, ce sont des éléments qui sont développés dans une marque employeur, pas sur une marque commerciale.
rapidement, Occitane, Delhi, peut-être un peu moins Orange, est-ce que vous avez un cadre dédié, un, au marketing RH, et deux, dédié au digital, ou aux populations digitales? Donc c'est deux questions en une, mais je crois que ce sera la dernière question, parce qu'après Nicolas va m'arracher le micro. Non, bon, moi, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec la remarque de monsieur. Quand on regarde, par exemple, le classement des employeurs favoris des jeunes diplômés, on voit bien que au moins les 10 premiers, c'est les plus gros annonceurs de France, c'est les marques les plus attractives, et ce n'est pas forcément des gens qui ont une politique RH reconnue pour sa sophistication ou la pertinence de ce qu'elle marque propose. Finalement inonde en lumière et Ouais. fait que même si les pratiques RH sont, on va dire, médianes par rapport à ce qui se fait... Moi, je pense. Après, ce qu'il faut, c'est que la marque employeur soit à la hauteur de la marque. C'est-à-dire qu'elle ne vienne pas tout d'un coup ringardiser la marque avec un discours d'arrière-garde. Il faut quand même qu'elle soit à la hauteur et qu'elle vienne, elle aussi, alimenter et renforcer la marque avec des promesses qui soient à la hauteur de celles de la marque. Tout autant, il peut y avoir des trous sur certaines populations. Enfin, moi, je le vois en tant que chasseur de tête chez Bluesearch, je travaille beaucoup pour le monde du luxe. Le luxe attire forcément des centaines et des centaines de candidatures. Il n'en reste pas moins que quand il y a un recrutement à mener dans le monde du digital ou sur des populations IT, ils se trouvent démunis. Ils n'ont pas forcément tout le savoir-faire pour sourcer et évaluer ces populations, et puis ils ne les attirent pas aussi facilement qu'ils attirent de jeunes chefs de produits, écoles de commerce qui rêvent de travailler dans le luxe. Donc c'est là où il peut y avoir un découplage entre l'aura générale d'une marque et puis les besoins en tant que marque employeur. Emeline ? Pour répondre à ta question, Pierre, oui, étonnamment, nous avons dans l'équipe, alors moi j'ai une petite équipe RH, puisqu'on est 4, mais parmi les 4 personnes, j'ai une personne qui est chargée de projet et qui à la fois a dans son escarcelle la partie marketing employeur, marketing RH, et la partie plus relative à effectivement la digitalisation des ressources humaines. Donc, parler de la dématérialisation des contrats de travail et des fiches de paye, mais sur 2014, mes projets notamment, c'est la dématérialisation des entretiens annuels et également l'optimisation de nos process de recrutement via des entretiens vidéo et également des outils qui nous permettent derrière d'être plus efficaces dans la gestion de nos CV. Et donc, en effet, on a, malgré le petit effectif, on a quelqu'un dédié vraiment là-dessus. Quant à Christine, qui, au sein de la DRH France d'Orange, manage à peu près 2500 personnes, c'est ça? Donc, forcément, dans la corde d'abondance, oui, un cadre dédié, un au digital. Il y en a même plusieurs, et puis il y en a aussi au niveau du groupe, puisqu'on a une politique groupe en France sur la marque employeur, sur les politiques de recrutement. Donc, oui, effectivement, c'est un axe extrêmement fort pour nous. Donc, nous avons des gens qui sont dédiés à ça, avec quand même, je rappelle que l'enjeu, c'est que de petits groupes d'experts, on arrive effectivement à avoir une approche beaucoup plus généralisée du digital dans ces métiers-là. Donc ça ne doit pas rester des experts qui gardent pour eux cette connaissance-là. Au contraire, l'objectif, c'est que ça irrigue. Mais c'est vrai que quand on est dans des phases encore d'expansion et de démarrage sur ces sujets-là, c'est important d'avoir des gens qui sont vraiment des référents en fait, sur ces sujets-là. Je viens de lire un tweet qui me laisse penser que, on n'a pas encore complètement terminé le travail, et que 2, la conférence est terminée. C'est les RH ont quand même du mal à se remettre en cause. Alors, j'imagine que ce n'est pas du tout destiné Ça n'était pas pour nous. C'est pour tous les RH qui ne sont pas venus dans la salle. On vous remercie pour votre attention et on remercie le Web2Business de nous avoir invités. Merci.